Directrice du festival KIC à Namur, qui est un festival très dynamique, très centré là-dessus, donc très au fait des questions numériques. Alors par rapport à ce qui a été évoqué et mis en place déjà dans la séance vidéo avec Michel et Valérie, quelle est votre réaction? Quelle réflexion pouvez-vous ajouter, apporter? Je voulais d'abord revenir sur la question de la définition des arts numériques et juste ajouter quelques petites réflexions par rapport à ça. Parce que, comme l'ont déjà expliqué Thierry, Michel et Valérie, c'est quelque chose qui est très difficile à définir, d'autant plus que c'est un domaine qui évolue par rapport à l'évolution des nouvelles technologies et de la société. Et donc, des choses qui auraient pu, il y a 10 ou 15 ans, être considérées comme art numérique, ne peuvent peut-être plus l'être pour le moment. Et donc, c'est une définition qui est en constante évolution. Et notamment dû au fait que les arts numériques sont par définition transdisciplinaires, parce que c'est pas simplement un ordinateur, mais c'est justement la combinaison de différents éléments qui viennent quelquefois des arts plastiques, quelquefois du design même, des arts du spectacle, enfin même du web, de l'internet et de d'autres domaines qui touchent même, disons, au commercial ou au monde de l'entreprise. C'est très très compliqué à définir, et c'est justement ce côté évolutif, transdisciplinaire qui caractérise les arts numériques. Donc dans une commission, je pense qu'une définition ne peut pas non plus être arrêtée, et qu'il faut à chaque fois se remettre en question par rapport à l'état de l'art numérique et de ce qui se fait maintenant de nos jours dans la société. Donc, vous soulignez à juste titre l'importance organologique du numérique qui évolue en permanence et donc qui de plus en plus agrège des nouveaux domaines, des nouveaux territoires. Mais je pense que Valérie et Michel pourront réagir tantôt, mais n'ont pas contredit ça. Ils ont souligné aussi la difficulté de cette commission, justement, qui est de travailler sur un matériau beaucoup plus mouvant que la peinture ou les arts plastiques, qui changent aussi progressivement. Voilà. Et il y a aussi cette question de l'art en général. Est-ce que c'est de l'art ou est-ce que c'est un projet qui est pas artistique, mais parce qu'en fait, dans les arts numériques, vu que ça utilise les nouvelles technologies, il y a aussi beaucoup de projets qui sont à la frontière entre l'art et un projet commercial ou une application mobile ou des choses comme ça. Et il y a aussi cette question, est-ce que c'est artistique ou ça ne l'est pas, ou c'est entre les deux, qui est très très difficile à établir dans ce domaine-là, parce que justement, beaucoup d'artistes et de créateurs, pour pouvoir survivre aussi, ont un côté de leur boulot qui est commercial et un autre côté de leur boulot qui est artistique. Par exemple, dans le KIC Festival, c'est ce qu'on montre souvent, c'est que beaucoup de gens vont travailler pour des agences de communication ou des choses comme ça parce qu'ils sont créatifs en matière de nouvelles technologies, par exemple en art génératif ou des choses comme ça, ou en data visualisation. Mais ils utilisent aussi toutes ces techniques dans leur art, et souvent la frontière de plus en plus est très difficile à établir, et elles deviennent de plus en plus floues. Oui, d'autant plus qu'il y a des plateformes qui s'établissent où on associe les deux, le numérique commercial et le numérique artistique. Si je pense à Imaginarium à Lille, où ils ont un plateau de recherche, de travail, où les deux tendances, je veux dire les deux manières de faire, sont sur un même terrain et peuvent faire des projets communs à un moment donné. Maintenant, cette distinction-là n'est pas étrangère non plus aux autres formes artistiques. Il y a d'autres artistes au niveau de l'image qui ont travaillé aussi dans la mode ou qui ont travaillé dans la publicité. Mais c'est vrai qu'ici, c'est quelque chose de beaucoup plus prégnant, et ça accentue encore le flou possible dans certaines démarches entre ces terrains-là. Thierry Dutoit, lui, est chercheur, il est patron de Numédia. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça, Thierry ? Alors, moi, ma définition, parce qu'on est en train de parler de définition, là, on suit un petit peu le flow de la présentation que Michel et Valérie ont faite. Ma définition à moi, elle est très très large, c'est-à-dire que donc moi, je dirige un institut qui s'appelle l'Institut pour les technologies des arts numériques, et dans art numérique, on a pris le mot art au sens très très large, un petit peu comme on parle de l'art de l'ingénieur aussi. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, une société qui développe un produit qui fait intervenir une technologie numérique innovante et qui donc est appelée à commercialiser ces technologies, même à une large échelle, pour moi, ça reste une forme d'art numérique. Donc je suis vraiment probablement à l'extrême plus large possible de la définition de ce que ça peut être.
simplement parce que donc, moi je représente un centre de recherche et que notre objectif c'est de développer, d'utiliser, de propager les technologies numériques pour en faire avancer l'usage, autant du côté artistique pur, enfin artistique au sens où voilà, on n'a pas vraiment une démarche de vente d'un produit, mais aussi du côté plus commercial et plus industriel. Donc on navigue depuis 6 ou 7 ans dans l'immédiat, vraiment des deux côtés, et on essaye d'ailleurs de faire des ponts entre les deux mondes, ce qui est pas toujours facile, mais c'est très intéressant en tout cas d'adopter ce genre de définition très large. Alors, dans ce qui a été dit par Michel et Valérie, ce qui me touche plus, c'est le côté outils. On a parlé des outils, des outils numériques qui sont à la base de l'art numérique. Et c'est vrai que depuis 10 ans, on vit quand même une époque fantastique. C'est que depuis 10 ans, on a des outils qui d'ailleurs ont pour beaucoup été poussés par les universités, et qui permettent aujourd'hui à des gens qui ne sont pas des geeks, qui ne sont pas des fanatiques de technologie, de développer des choses créatives. Donc on a des technologies de la créativité qui sont apparues depuis 10 ans, qui ne coûtent plus rien aujourd'hui, et ça va en s'accroissant. Hein. Tout le monde a des tablettes, tout le monde a des ordinateurs. Il y a quelques années, on a vu apparaître une caméra de profondeur, la caméra Kinect, qui a été suivie par d'autres caméras. Il y a quand même plein d'outils qui, il y a à peine 5 ou 6 ans, coûtaient des fortunes, qui étaient totalement inabordables pour le commun des mortels, et qui aujourd'hui sont là, on peut les utiliser, il suffit entre guillemets de savoir comment faire. Et donc le passage de l'idée créative que beaucoup de gens ont, parce que beaucoup de gens sont créatifs, moi je pense que même tout le monde est créatif fondamentalement. Il faut regarder les petits d'ailleurs, les enfants sont encore plus créatifs que nous, c'est après qu'on les bride et on l'ont. Mais tout le monde est créatif, et puis le passage d'une idée qui en soi ne vaut rien parce que ce n'est qu'une idée, à quelque chose qui va être soit commercialisé, soit montré sous forme d'une performance ou d'une installation, ça c'est un pas que nous et d'autres on cherche à développer depuis quelques années. Donc voilà, évidemment cette vision de l'art numérique sous l'angle outil, qui est ma vision à moi, elle me fait dire que en fait, et c'est un petit peu un credo que j'ai depuis longtemps, c'est une politique culturelle dans le domaine des arts numériques, en fait, c'est pratiquement une politique économique aussi. C'est-à-dire que ça va ensemble, quoi. Alors là, on rejoint bien sûr tout le credo de Creative Wallonia et toutes les initiatives qui ont été prises par le cabinet Marcourt dans ce sens-là. Ça va de pair. Voilà. Je pense que le développement de l'art numérique au sens le plus large possible, ça va de pair avec une politique économique qui met en avant la créativité numérique. Vous voulez embrayer ? Oui, je suis totalement d'accord parce que tout est lié et je pense qu'il y a tout ce côté éducation est très très important pour développer justement la créativité numérique, mais aussi l'innovation technologique et s'adapter au monde en changement. Et de ce côté-là, justement, moi je suis persuadée intimement d'une chose, c'est que pour pouvoir s'adapter, penser à long terme et s'adapter au monde de demain, il faut qu'on puisse donner aux enfants très jeunes la capacité de maîtriser ces outils, ou en tout cas de comprendre comment ça fonctionne. Parce que vu la rapidité à laquelle les choses évoluent, il y a une étude il n'y a pas longtemps dans The Economist qui est sortie, qui disait que d'ici à 2030, plus de 50% des jobs actuels qui existent pour le moment seront automatisés. Et ça revient aussi à ce que disaient Valérie et Michel tout à l'heure, apprendre à programmer pour ne plus être programmé. C'est vraiment, je pense au niveau politique en tout cas, il faut donner les clés en main et les outils aux gens pour qu'ils puissent justement s'adapter, arriver à maîtriser ces outils, à les comprendre, s'adapter et justement devenir créatif et réinventer de nouvelles solutions, mais aussi de nouveaux projets créatifs. Si je peux rebondir là-dessus. Moi, j'allais réagir justement là-dessus. Programmer pour ne pas être programmé, c'était vraiment une formule magnifique de Michel. Oui, c'est pas de toi. Bon, je ne sais plus qui a sorti ça alors. Mais bon. On dit que c'est de toi maintenant. Là. On vient de dire au monde entier, ça va se propager sur les réseaux. C'est de Michel Klempoul. Donc, c'est une belle formule. Et l'idée d'introduire la programmation dans les écoles, même les écoles primaires, c'est une idée qui est tout à fait faisable, parce qu'il y a eu des initiatives tout récemment, notamment à travers un logiciel qui s'appelle Scratch, et qui permet à... Moi, je l'ai essayé sur mon fils qui a 11 ans,
C'est une programmation graphique qui permet très rapidement d'acquérir les réflexes de boucle, de programmation de base, quoi, essentielle. Et puis du coup, ça fait des petites applications sympathiques. Maintenant, moi, a priori, je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand on leur dit, voilà, ça serait bien de mettre de la programmation dans les écoles primaires, les gens disent, mais attendez, vous vous rendez compte, la programmation, rien que le mot programmation, quoi. Programmation, c'est lourd comme mot. Programmation, ça rime presque avec asservissement. Mais alors justement, là, je suis heureux de pouvoir dire, moi je trouve que l'art numérique, c'est la meilleure preuve que programmation ne rime pas avec asservissement. Programmation, c'est la programmation de la machine, et puis on peut détourner ça pour en faire des choses qui sont extrêmement créatives. Donc dans ce sens-là, oui, ça a vraiment un sens, je trouve, d'initier les plus petits à cette possibilité, sur laquelle peut-être certains rebondiront, d'autres pas, mais en tout cas, c'est dommage d'attendre aussi longtemps avant de leur ouvrir cette porte-là. Il y a la programmation, et puis par rapport à ce que disait Valérie, la pensée globale de la technologie dans la société, il y a aussi la transparence de certains processus. Quand on voit l'importance des algorithmes pour orienter les goûts en consommation culturelle de beaucoup de publics via Internet, il n'y a aucune transparence sur les algorithmes. Beaucoup de gens agissent selon des algorithmes, mais il n'y a aucune transparence. Donc il y a aussi tout un travail à faire à ce niveau-là si on veut clarifier l'importance des technologies dans la société. Peut-être, Michel et Valérie, c'est peut-être bien finalement que vous avez peut-être envie de réagir. Je vois que vous prenez des notes avant de tendre le micro à la salle. Juste une petite chose en forme de remarque sur ce qui a été dit. La programmation dans les écoles, donc c'est pas, je trouve que c'est une très bonne idée, mais ça ne doit surtout pas être pour s'adapter au monde de demain. Parce que, c'est ce que je viens d'entendre, s'adapter au monde de demain, ça veut dire que alors on fabrique des personnes qui vont plus tard s'adapter à ce monde-là pour pouvoir se retrouver dans des grosses boîtes à programmer toute la journée dans des sous-sols comme on le voit aujourd'hui. Donc je voulais juste recadrer cette question-là, parce que quand je parle de démonter les réveils, c'est vraiment c'est plus le principe du hacking que celui de l'adaptation au monde. Je pense que ce monde doit se réinventer en permanence, effectivement, et les arts numériques permettent cette réinvention du monde. Donc ça fait la part des choses entre le côté destructeur et le côté créatif, d'ouverture de nouveaux champs possibles, des nouvelles technologies. Le soir de ce matin, il y avait une interview de Michel Serres qui parle de révolution numérique comme la troisième grande révolution de l'humanité. Il occulte un peu, en général, les côtés sombres qui peuvent aussi apparaître, mais qu'effectivement, encore une fois, les arts numériques permettent de mettre dans des salles, de mettre dans des centres culturels et de développer aussi une relation différente et critique et créative néanmoins avec ces technologies. Michel, tu voulais réagir ? Mais je crois que sur le plateau ici, on est tous les quatre totalement d'accord sur les fondamentaux. Et effectivement, Michel Serres, c'était une très bonne introduction parce que effectivement, c'est la troisième révolution industrielle après le charbon, l'acier, la mécanisation, etc. Et que cette crise qu'on vit maintenant, elle dure depuis 30 ans et elle est due à l'introduction de l'informatique dans le monde entier. Et je pense que la très grande chance des secteurs numériques, dont l'art, c'est justement comme lorsqu'il y a eu chaque fois une révolution industrielle ou autre, c'est de devoir redéfinir l'ensemble de la société. Effectivement, quand on voit bien que tout le débat sur la définition des arts numériques, c'est la définition de l'art. Et il faut sortir de la définition des beaux-arts et des artistes coupés de la société. On a la très grande chance d'être dans un secteur qui est en voie de définition, de redéfinition, et qui est à la croisée entre la recherche scientifique, entre les arts de la scène, entre le commerce. Mais Michel-Ange, Léonard de Vinci, il faisait du commerce, il ne se posait pas la question. C'est quoi le dévoiement du fait... quel est pourquoi actuellement les artistes devraient être honteux de gagner de l'argent ? On utilise des outils qui permettent de se définir comme créatif et parfois de faire une application qui a un succès commercial, parfois de faire quelque chose qu'on montre dans un cadre plus intime. On a la très grande chance de pouvoir faire bouger les frontières à nouveau et on doit le faire. Voilà. Voilà, donc vous avez compris, sur le plateau, on est tous d'accord sur les fondamentaux.